Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter une intervention qui porte sur normes et alimentation. Je mange comme les autres ou pas? Concernant l'alimentation, nous sommes abreuvés d'informations qui nous proviennent de recherches, et recherches qui ensuite sont diffusées par des organismes, ici l'Organisation mondiale de la santé, et qui préconisent notamment au moins 400 grammes, soit 5 portions de fruits et légumes par jour, et moins de 30% de graisse, et notamment qui doivent provenir d'éléments qui contiennent des graisses non saturées. Ces informations, relayées notamment par l'OMS, elles font l'objet d'une diffusion auprès des populations. On a tous en tête la campagne « Manger 5 fruits et légumes par jour ». Donc là, c'est une affiche d'une campagne qui a été menée sur l'île de la Réunion. Et puis, on connaît tous le petit bandeau qu'on retrouve en bas de pas mal de publicités de produits alimentaires. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et ces recommandations qui sont diffusées dans la société, elles font l'objet régulièrement de recherches qui permettent de les actualiser. Donc récemment, le 2 octobre, a été publié un article de Eat Lancet Commission on Healthy, Sustainable and Just Food Systems qui propose des recommandations concernant l'alimentation. Et ces recherches sont médiatisées internationalement. Donc ça a été relayé notamment sur CBS, CNN, ça a été relayé en Italie, ça a été relayé en Espagne et en France également. Ça a fait l'objet d'un article dans Le Monde, dans Libération, sur le site internet de France Info. Donc voilà. Donc l'information sur qu'est-ce que serait une alimentation saine, on l'a à disposition. Seulement, avoir des informations à disposition ne veut pas dire qu'on va les respecter. Et donc c'est là où moi je vais m'attacher à essayer de voir un peu comment on peut amener les individus à suivre certaines de ces recommandations. Pour comprendre ceci, l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui et que j'espère pouvoir atteindre, c'est d'essayer de comprendre ce qui influence notre comportement alimentaire et en quoi, plus spécifiquement, le comportement des autres influence le nôtre. Pour atteindre ces objectifs, je vous propose le cheminement suivant. Je vais présenter ce qu'est ma discipline, la psychologie sociale, et puis expliquer en quoi cette discipline cherche à modéliser, proposer des modèles, des facteurs qui influencent nos comportements, quel qu'il soit, là ce sera le comportement alimentaire, mais quel qu'il soit, et ensuite d'intervenir pour modifier les comportements. Je me centrerai ensuite sur un élément plus spécifique qui sont les normes sociales, et j'argumenterai que les normes sociales constituent un guide pour l'action, c'est-à-dire un guide pour nous comporter dans les situations. Et enfin, je présenterai des recherches menées ici, mais aussi à l'étranger, qui utilisent les normes sociales pour modifier le comportement, et donc ici alimentaire. Donc voilà un peu quel sera le cheminement pendant cette conférence. Donc la psychologie sociale, c'est une discipline de la psychologie, c'est une branche de la psychologie, et un des objectifs de la psychologie sociale, c'est de modéliser les comportements des individus. Ce qu'on appelle modéliser, c'est d'essayer d'évaluer l'influence de facteurs qui peuvent être psychologiques, on va dire qu'ils sont dans la tête des gens, qui peuvent être sociaux, donc à l'extérieur des gens, mais qui relèvent des interactions avec autrui, et puis des facteurs contextuels.
Je vais illustrer ces différents éléments. Donc en psychosocial, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le comportement. Est-ce qu'un comportement, une action, est émise ou pas? Et pour comprendre l'émission d'une action, par exemple manger tel aliment ou ne pas le manger, on analyse quels sont les facteurs qui l'influencent. Je vous ai dit, il y a des facteurs psychologiques. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Il y a par exemple nos compétences et capacités perçues. Est-ce que je me sens capable de faire, d'émettre le comportement ou pas? Imaginons que j'ai vu à la télé un programme d'alimentation, enfin un programme de recettes, une émission, et qu'il y a un plat qui m'a fortement interpellé, un plat, peu importe, végétarien, avec plein de légumes différents, et je vais me dire, ça a l'air bon, okay, mais je ne pense pas que j'arriverai à le faire. Je ne pense pas que j'arriverai à le faire, je n'ai pas les capacités, je ne sais pas cuire différents légumes de façon à ce qu'ils aient tous le même point de cuisson. Compliqué la chose. Donc, le sentiment d'avoir les compétences ou d'être capable de faire va influencer l'émission des comportements. Plus je me sens capable, plus il y a de chances que je l'émette le comportement, moins je me sens capable, moins il y a de chances que je l'émette. Et puis, il y a un autre facteur psychologique qui renvoie aux connaissances, c'est-à-dire aux coûts et aux bénéfices perçus du comportement. Par exemple, ces légumes, dans la recette que j'ai vue à la télé, ont différentes vitamines. Ils contiennent aussi pas mal de fibres. Donc j'ai des connaissances sur la recette et les effets de, enfin la constitution de ces aliments. Au-delà de ces connaissances, ce qui peut influencer le comportement, c'est l'évaluation du comportement. Quelles sont les perceptions positives et négatives rattachées au comportement? Si par exemple, je me dis « Oh, l'hiver arrive, j'ai besoin de vitamines, ce plat est rempli de vitamines et donc ça va me les apporter », ça m'amène à avoir une perception positive de cuisiner ce plat et je le cuisinerai plus facilement. Et enfin, un dernier élément psychologique qui peut influencer nos comportements, ce sont les émotions anticipées. Par exemple, ce plat, je serais très heureux si j'arrivais à le proposer à des gens qui viennent manger à la maison. Par contre, si jamais je le loupe, ce sera vraiment la honte. Donc, les émotions qui sont ressenties vont influencer l'émission du comportement. Plus les émotions ressenties sont positives, plus il y a de chances que j'émette le comportement, que je fasse ce plat. En revanche, plus les émotions ressenties et anticipées sont négatives, moins il y a de chances que j'émette ce plat. Donc ces facteurs psychologiques, on les étudie et on voit dans quelle mesure ils sont reliés au comportement. Et puis au-delà des facteurs psychologiques qu'on peut mettre dans la tête des gens, il y a également des facteurs structurels ou matériels. Ce sont des facteurs qui vont faciliter ou entraver l'émission du comportement. Par exemple, cette recette, il faut peut-être différents ustensiles que je n'ai pas. Ou il faut des légumes que je me dis, où c'est que je vais trouver ce type de légumes? Et donc ça, ce sont des facteurs dans le contexte qui vont venir entraver ou au contraire faciliter le comportement. Si les ingrédients sont difficiles à trouver, il y a moins de chances que je fasse le plat. Si les ustensiles nécessaires, je ne les ai pas à disposition, il y a moins de chances que j'émette le plat, que je fasse le plat. En revanche, si les légumes sont aisément accessibles et les ustensiles, je les ai à la maison, il y a plus de chances que j'émette le comportement. Et enfin, un dernier facteur qui peut jouer sur le comportement, c'est un facteur qui tient au comportement des autres. Ça renvoie aux normes sociales. Est-ce que les personnes que je peux connaître émettent ce comportement ou pas? Est-ce que le plat que je peux préparer, est-ce qu'eux, ils peuvent le faire aussi ou pas? Est-ce que les personnes que je connais pourraient apprécier que je fasse ce comportement, donc ici que je prépare ce plat? Donc en psychologie, on essaye de comprendre qu'est-ce qui va influencer l'émission ou non
d'un comportement, en tenant compte de ce que les gens ont dans la tête, en tenant compte du contexte physique et matériel dans lequel ils sont, et également en tenant compte du contexte social dans lequel ils peuvent émettre ou pas le comportement. Donc, un des premiers objectifs, c'est d'identifier les facteurs qui jouent sur le comportement. Mais ensuite, une fois qu'on tient ces facteurs et qu'on sait lesquels jouent sur le comportement, on va chercher à intervenir. On va intervenir sur ces facteurs pour modifier le comportement des individus. Plus concrètement, dans une situation où le comportement n'est pas émis, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que le comportement soit émis? Est-ce qu'il faut changer les connaissances que les gens ont? Est-ce qu'il faut changer les émotions qui sont reliées au comportement? Est-ce qu'il faut changer des facteurs matériels ou contextuels? Et donc là, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plus particulièrement la psychologie sociale en action. C'est-à-dire qu'on a un double objectif, comprendre les raisons pour lesquelles les gens agissent comme ils le font, c'est-à-dire mangent ce qu'ils mangent, par exemple, et découvrir comment ils pourraient apprendre à agir autrement, c'est-à-dire à manger autrement. Donc, on comprend et ensuite, on intervient. Par exemple, si maintenant je me centre particulièrement sur l'alimentation, les connaissances qu'on peut avoir jouent sur le choix de notre alimentation. Et des chercheurs, enfin pas des chercheurs, c'est une chaîne de restauration rapide en Suède alors je suis désolé, je ne suis pas arrivé à trouver une image plus haute définition que celle-là, mais en fait cette chaîne de restauration rapide en Suède a affiché l'empreinte carbone de chacun de ces sandwichs. Et ce simple affichage du coût environnemental de la consommation de ces différents produits a modifié le comportement des consommateurs. Plus particulièrement, ils ont mesuré qu'en affichant l'empreinte carbone des produits, la vente des burgers ayant le moins d'empreinte carbone a augmenté de 16%. Simplement en mettant cette toute petite information, et donc qui vise à informer les gens, leur apporter des connaissances sur le coût environnemental de leur alimentation. Un autre exemple, ça tient aux facteurs, aux conditions matérielles et structurelles, les fameux facteurs facilitants ou entravants. Au Danemark, lors d'une conférence des grands dirigeants, des dirigeants des grandes entreprises danoises, lors d'une conférence dans un amphithéâtre comme celui-là, il y avait une pause et 2 sorties dans l'amphithéâtre, à droite, à gauche, et 2 types de buffets avaient été mis en place. Dans un buffet, les cookies étaient mis devant par rapport aux fruits, donc ils étaient plus accessibles que les fruits. Bon, il faut juste étendre un tout petit peu plus la main pour aller chercher les fruits. Et sur l'autre buffet, c'était l'inverse. Les fruits étaient mis devant les cookies, donc il fallait tendre un peu plus la main pour aller chercher les cookies. Et cette simple modification dans l'environnement physique a entraîné une modification de la consommation. Dans le buffet où les fruits étaient devant les cookies, les personnes ont consommé en moyenne 25% de moins de calories. C'est énorme. Par rapport au buffet où les cookies étaient devant, plus accessibles que les fruits. Moi, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas de travailler sur les connaissances ou sur l'accessibilité, ça va être de travailler sur les normes sociales. Autrement dit, ce qui va m'intéresser ici, c'est dans quelle mesure les normes sociales, c'est-à-dire les comportements des autres, peuvent influencer l'émission d'un comportement, le mien, et comment intervenir pour capitaliser
sur ce facteur pour modifier le comportement des gens. Pour comprendre cet effet des normes sociales, je vais faire un détour et définir ce qu'on entend par normes sociales. On a tous été confrontés à des situations comme celle-là. Le dimanche matin, on va, par exemple, à la boulangerie, en semaine, peu importe, et on arrive dans ce contexte-là où il y a pas mal de monde qui semble être alignés les uns derrière les autres, qui discutent en groupe ou qui ne discutent pas, peu importe, et qui semblent attendre leur tour pour pouvoir acheter ce qu'ils sont venus acheter, du pain, des croissants, peu importe. Lorsqu'on arrive dans une telle situation, en général, on ne prend pas trop de temps pour comprendre qu'on va se mettre dans cette file et plutôt derrière la dernière personne. Il peut nous venir à l'idée, mais on ne le fera pas, d'essayer de passer devant tout le monde. Mais on se doute que ce ne sera pas très bien vu, qu'on ne sera pas très bien reçu par les individus qui attendent là, peut-être des fois depuis 1h30, si c'est une boulangerie très, très recherchée. Donc c'est un exemple où, en fait, quand on arrive dans une situation, le comportement des individus est interprété et nous dit qu'est-ce qu'il y a à faire. Des situations comme celle-là, on peut en trouver de nombreuses autres. Quand on reçoit, quand on met la table, on n'a pas besoin de recevoir beaucoup de monde pour mettre la table, il suffit de manger tout seul, on a appris de quel côté on doit mettre les fourchettes et les couteaux. Si on a des invités, on peut s'amuser à inverser le sens des fourchettes et couteaux. Okay, mais la police ne débarquera pas chez nous pour nous emmener, mais on sait qu'on risque de nous le signaler. Tiens, tu t'es encore trompé de sens pour mettre les fourchettes et les couteaux. Et donc moi, c'est ce qui va m'intéresser là plus particulièrement. Quelles sont les contraintes sociales qui peuvent peser sur l'émission des comportements, et notamment, qu'est-ce qui est attendu et fait par les autres. Qu'est-ce qu'une norme ? Une norme, c'est en fait une règle de comportement, une règle d'action qui est partagée, qui est acceptée par un collectif d'individus. En fait, les normes dictent ce qu'il convient de faire. Ceci aux individus d'un groupe, ce groupe étant socialement situé. Par exemple, lorsqu'il s'agit de porter des aliments à notre bouche, nous utilisons des ustensiles, fourchettes, couteaux, cuillères. Mais ailleurs, on utilise d'autres ustensiles. Des baguettes, par exemple. Est-ce qu'il est plus vrai d'utiliser des couteaux, fourchettes, cuillères que des baguettes ? Là, il n'y a pas une question de vérité. Il y a plusieurs façons de faire. Mais, dans notre société, c'est plutôt comme ça, avec ces ustensiles-là qu'on mange, et pas avec ceux-là. Après, vous pouvez très bien, si vous recevez des amis, ou si je reçois des amis pour manger des spaghettis bolognaises, sortir des baguettes. Ce ne sera pas très pratique, et en plus, on risque de me regarder en disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? T'es un peu bizarre de nous sortir ce type d'ustensile. Ce n'est pas attendu, en fait. » Un autre exemple de normes qui contraignent nos comportements quotidiens, se dire bonjour. Dans certains groupes, on ne se fait pas la bise. On se fait un hug, une accolade. Aux États-Unis, par exemple, si on essaye de faire la bise à des personnes, on sera assez mal reçu, en fait, parce que ça ne se fait pas. Par contre,
ici, on avait l'habitude, après il y a eu le Covid qui est passé bien sûr, mais de se faire la bise. Et puis dans d'autres contextes, ou dans certains groupes sociaux, on se serre la main pour se dire bonjour. Donc ce sont des règles. La façon dont on se dit bonjour, la façon dont on mange, ce sont des règles qui sont adoptées par un collectif d'individus. Elles ne sont pas plus vraies les façons les unes que les autres, elles sont adaptées à un groupe. Et puis ces règles, ces standards, édictent le respect d'une valeur autour d'une tendance moyenne, c'est-à-dire qu'on peut y déroger quelque peu, mais pas trop s'en éloigner non plus. Par exemple, lorsqu'il s'agit de manger avec couteau, fourchette, cuillère, etc., on peut avoir différents types de couteaux, fourchettes, cuillères. Vous pouvez les avoir en métal et bois, en argent, en or, pourquoi pas. Du moment que ça permet de piquer avec 3 ou 4 éventuellement pics pour une fourchette, du moment que ça permet de couper avec ou sans dents au couteau, voilà, ça passera. De la même façon, je reprends mon exemple pour se dire bonjour, on se fait la bise, mais le nombre de bises va dépendre des régions. Certaines régions, c'est 1, d'autres, c'est 2, d'autres, c'est 3, d'autres, c'est 4, puis d'autres, on ne sait pas trop et on se plante. On est parti pour 2, puis la personne attend une 3e. Bon, peu importe. Mais en tout cas, on se fait la bise et après, on a des variations qui sont attendues et acceptées. Et enfin, cette règle de comportement qui implique une certaine variation, une tolérance qu'on peut envisager, elle est associée à une attribution de valeur de la part du collectif. Ce qui est attendu est valorisé. Exemple, le comportement attendu est sanctionné positivement de façon informelle. C'est-à-dire que quand l'enfant va correctement manger et proprement avec sa cuillère ici, on va le féliciter. On va lui dire « c'est bien » ou on va lui faire un beau sourire. En tout cas, on va le renforcer positivement, comme on peut, le terme un peu spécialisé qu'on utilise. Inversement, le comportement non attendu est, lui, sanctionné de façon informelle. Le petit enfant qui mange avec sa cuillère ici et qui en met un peu de partout, bon, la première fois, ça va passer. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, quand il en verra même sur le tapis, là, on va lui dire non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on mange. La sanction est informelle, ok, il va pas partir en prison, enfin j'espère, mais en tout cas, il va bien comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas toléré, accepté dans le groupe. Donc les normes, ce sont des règles de comportement qui édictent un certain type de conduite autour duquel on peut naviguer, mais pas trop s'en éloigner. La conduite attendue étant félicitée, la conduite non attendue étant punie, entre guillemets. Et les normes, elles ont un effet très puissant sur le comportement des gens. Je vais illustrer ceci par un petit film qui a été réalisé en anglais. Alors, je l'ai sous-titré. Ce film illustre des études que nous, on peut mener. On les mène en général pas dans ce contexte-là. Ici, vous le verrez, c'est une salle d'attente d'un cabinet médical, enfin pour les yeux. Après, nous, quand on fait des recherches, on a des environnements très contrôlés, peu importe. Mais en tout cas, ce film illustre assez bien les processus qui nous amènent à faire comme les autres le font. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you?
After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Donc cette personne arrive dans une salle d'attente et les autres individus, qui sont des compères, adoptent un comportement certes un peu bizarre, c'est de se lever à chaque bip, quand bien même les bips ne leur demandent pas de venir pour passer en consultation. Et donc cette personne-là qui arrive dans cet environnement se rend compte que la majorité aimait ce comportement et donc elle va l'adopter assez rapidement. C'est-à-dire, si les autres font ça, c'est sûrement comme ça qu'il faut faire, et donc je le fais également. Mais cette petite situation ne s'arrête pas là. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Donc la personne a appris la façon de se comporter dans ce contexte, et alors même que toutes les autres personnes sont parties, elle va continuer à émettre ce comportement qu'elle pense adapté à cette situation. Et puis pour finir, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Et donc, troisième temps, c'est la personne qui va servir de source d'influence envers les autres. C'est-à-dire que c'est elle maintenant qui a adopté et intégré, on va dire, le comportement attendu dans la situation, et donc qui va le transmettre au nouveau venu. Alors le nouveau venu, la première personne ne comprend pas trop pourquoi on se lève au bip, lui donne une explication. Les autres le faisaient, je pensais que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et donc elle va transmettre un peu, elle va transmettre verbalement ici ce qui est attendu dans la situation, et lui-même va se conformer. Puis la deuxième personne supplémentaire arrive et directement elle voit que les deux autres se lèvent, donc elle adopte le comportement très rapidement. Alors après le petit film continue, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent et on voit qu'en fait la nouvelle règle s'est transmise aux nouveaux arrivants. Donc ce petit film illustre un peu les processus à l'œuvre dans la transmission, enfin l'acquisition, puis ensuite la transmission des normes. La question qui peut se poser de façon plus générale, c'est pourquoi adoptons-nous les comportements des autres? Pourquoi faisons-nous comme les autres? Les explications, une des premières explications, c'est que les actions des autres, les comportements qu'on observe, sont des évidences sur ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que
je vois les autres personnes se lever au bip. Ah, c'est comme ça qu'on fait ici? OK. Bah, si c'est comme ça qu'on fait ici, je prends l'information, cette information que je ne connaissais pas, et je vais faire la même chose. Si on revient à mon exemple d'enfant qui mange, on peut très bien transposer ceci à l'acquisition de l'utilisation des fourchettes, enfin en tout cas des couverts. Alors, fourchette pour un tout petit, il vaut mieux pas au début, ça peut être un peu dangereux. Mais les enfants voient les adultes qui mangent avec certains couverts, ils le voient depuis qu'on les a assis à la table, même si eux, ils étaient encore au biberon, par exemple. Et donc, ils prennent l'information. Et alors, ils ne se le disent pas comme ça, hein, mais c'est comme ça qu'on fait pour manger, en fait. On utilise ces trucs un peu bizarres qu'on prend dans les mains et qui nous aident à apporter les aliments à la bouche. Donc, on prend l'information sur comment on fait, comment on agit. Et puis, une deuxième source qui nous amènerait à suivre le comportement des autres, c'est que les réactions des autres nous renseignent sur l'acceptation sociale. On l'a vu dans la vidéo, quand la personne est seule, qu'elle se lève, l'autre le regarde de façon un peu bizarre, il lui demande « mais pourquoi vous vous levez ?» Parce que les autres le faisaient et je pensais que je devais le faire aussi. Et puis, elle se lève, le monsieur se lève, elle le regarde en souriant, un peu de façon, enfin en tout cas de façon positive. Elle lui a pas dit « c'est bien », mais on peut interpréter ça de cette façon-là. Et donc les réactions des autres à nos comportements nous renseignent sur est-ce qu'on est accepté ou pas en émettant ce comportement. Et on appelle ça, en psychologie sociale, l'influence sociale normative. Si je reprends l'exemple de l'enfant qui mange avec ses couverts, les enfants qui mangent avec des couverts sont félicités. On leur dit bravo, c'est bien, on va faire la photo et puis on va envoyer ça à la famille pour montrer que tu manges avec les couverts pour la première fois. Et donc, je conscientise un peu la chose, mais il faut faire comme ça, les autres me félicitent, les autres m'aiment quand j'émets ce comportement. Et donc on aurait ces deux sources qui viendraient nous amener à suivre le comportement majoritaire. Ces deux sources, chercher de l'information et chercher de l'approbation, viendraient satisfaire deux motivations fondamentales chez l'être humain. En tant qu'être humain, nous serions motivés à être corrects. C'est-à-dire à se comporter de manière la plus efficace possible. Et donc, identifier, connaître le comportement émis par la majorité, par la plupart des gens, nous amène à penser que l'émettre nous-mêmes serait efficace et adapté. Si tant de gens font ça, c'est que ce n'est pas inutile de le faire. Ou alors c'est que c'est la bonne façon de le faire. Et donc en adoptant ce comportement, je satisfais cette motivation à agir de façon correcte. Et puis l'autre motivation qui serait fondamentale pour l'être humain, c'est la motivation à être accepté par les autres, à ne pas être rejeté. Et donc, identifier ou connaître le comportement que les autres attendent, le comportement qui est approuvé par les autres, est important parce que l'émettre, ce fameux comportement, satisfait les attentes sociales. Si je fais ça, ça va plaire aux autres. Et si ça plaît aux autres, je ne me ferai pas rejeter, voire même je me ferai accepter. Ces motivations seraient très puissantes comme guide dans
de nos comportements. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu de nombreuses recherches menées en psychologie sociale, sur l'ostracisme, le fait de se faire rejeter d'un groupe. Et les recherches montrent que quand on est ostracisé, quand on est rejeté d'un groupe, on le vit très mal, même si le groupe est peu important pour nous. Par exemple, des études ont pu être menées sur la participation à un jeu où on doit se passer par l'intermédiaire d'un ordinateur. Les participants sont dans différentes salles, mais ils doivent se passer les uns aux autres une sorte de balle. Et lorsqu'on programme cette tâche pour qu'un n'ait jamais la balle, à la fin, il est très déçu. Il n'a pas du tout aimé la tâche et il s'est bien senti rejeté. Il le vit très mal. Par contre, quand on programme cette tâche pour que la balle vienne de façon équiprobable à tout le monde l'a à peu près le même nombre de fois, dans ce cas-là, les participants vivent beaucoup mieux la tâche, ils sont plus contents. Et donc, se faire rejeter, c'est vraiment quelque chose qui est très désagréable pour l'individu, ce qui le pousserait à rechercher, à émettre les comportements qui entraînent de l'approbation sociale. Et donc, le comportement qui est émis par la majorité des gens, le comportement qui est approuvé par la majorité des gens, constitue en réalité un guide pour nos actions, pour nos propres actions. Ce que font les autres va me servir de guide pour me comporter d'une certaine façon. Ce qu'approuvent les autres ou ce qu'attendent les autres comme comportement va constituer également un guide pour mes propres actions. Sachant cela, les chercheurs vont se servir des normes pour intervenir sur le comportement des individus et ici me centrer sur le comportement alimentaire. Donc une fois qu'on a identifié des facteurs qui peuvent influencer le comportement des gens, qui peuvent jouer dessus, on va se servir de ces facteurs, on va intervenir en jouant sur ces facteurs. Plus spécifiquement, puisque l'être humain est amené à chercher dans l'environnement quel est le comportement émis par la majorité, et à l'adopter parce que ce serait efficace, on peut intervenir en renseignant les individus sur ce qui est fait par la majorité des gens dans le contexte. C'est-à-dire que quand l'individu arrive dans un contexte, on peut intervenir en donnant des informations sur la majorité des gens fait ça. Et puis, on peut également intervenir en renseignant les individus sur ce qui est approuvé par la majorité des gens. Et là, on va jouer avec la motivation à être accepté. En indiquant dans le contexte la majorité des gens approuvent que, ou la majorité des gens attendent que, chez l'individu, on va déclencher le fait que, si c'est ça que les gens attendent ou approuvent, je vais le faire. Parce que ça vient satisfaire la motivation à l'acceptation sociale. Et donc, en renseignant dans le contexte les individus sur ce qui est fait ou approuvé par la majorité, on pourrait amener les individus à se conformer, à émettre le comportement attendu. Et concrètement, c'est assez simple, entre guillemets. On intervient dans la situation, dans le contexte, en créant et en diffusant des messages. On a des messages du type « la majorité fait blablabla » et des messages du type « la majorité approuve ou attend que l'on fasse blablabla ».
Cette approche, qui a été développée maintenant depuis pratiquement 40 ans par Cialdini et collaborateurs, elle a été implémentée sur différents types de comportements. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est le comportement alimentaire, mais ça a pu être implémenté avec des comportements pro-environnementaux, notamment dans les hôtels, pour que les gens gardent leurs serviettes plusieurs nuits. Ils n'aient pas envie qu'on leur change tous les jours, parce que ça a un coût écologique. Ça a été également implémenté avec des comportements de sécurité routière pour amener des étudiants et des enseignants qui fréquentent un campus à ne pas utiliser leur téléphone au volant. Par exemple. Moi, là, je vais me centrer plus particulièrement sur l'alimentation et je vais vous présenter maintenant le fruit de recherche qui vise à intervenir dans la situation, dans le contexte, pour modifier le comportement alimentaire des individus. Alors, quand on mène des recherches, bon, il y a des auteurs, peu importe, mais quand on mène des recherches, on fait ce qu'on appelle des expériences. Alors, ce n'est pas des expériences qui vont impliquer de la douleur pour nos participants, ce sont des participants humains, donc on passe devant des comités d'éthique, etc. Et puis ensuite, on soumet, entre guillemets, nos participants à différentes conditions. Et on voit, est-ce qu'avoir mis des gens dans telle condition ou dans telle autre condition les amène à se comporter différemment. Donc là, je vais vous présenter des études qui se basent sur cette approche expérimentale. Les participants sont mis soit dans une condition A, soit dans une condition B, dans une situation A ou situation B, et est-ce qu'on arrive à modifier leur comportement en changeant des éléments dans la situation. La première étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui a été menée avec des adolescents âgés de 14, 15 et 16 ans. Ces adolescents ont été amenés à lire un texte informationnel sur la consommation de fruits. 2 groupes d'adolescents ont été créés. Une moitié des adolescents, ce qu'on appelle le groupe contrôle, lisaient un texte où il n'y avait uniquement que des informations sur les effets positifs de la consommation de fruits. Le second groupe, le groupe message majorité fait, avait exactement les mêmes informations nutritionnelles, mais il y avait une petite phrase en plus à la fin qui était « Un sondage indique qu'une majorité de lycéens essayent de manger suffisamment de fruits ». On rajoute cette petite phrase, on renseigne sur le comportement de la majorité. Les chercheurs, après avoir exposé ces 2 groupes à ce matériel, ont relevé premièrement l'intention de consommer des fruits chez ces lycéens. C'est-à-dire, dans les 2 jours qui suivent, quelle est votre intention de consommer des fruits ? Ça n'a aucune influence. Sur l'intention, qu'on soit dans le groupe message majorité fait ou message groupe contrôle, il n'y a pas de différence. Ils ont également, dans les 2 groupes, l'intention de consommer des fruits. Mais par contre, 2 jours plus tard, ils ont revu les adolescents, ils leur ont demandé combien de fruits vous avez mangé avant-hier et hier. Donc là, on est sur le comportement rapporté des individus. Et là, on a une différence significative. Les individus du groupe, la majorité des lycéens essayent de manger suffisamment de fruits, rapportent avoir mangé 2,3 fruits en moyenne. Il y en a qui en mangent 3, il y en a qui en mangent 2. Mais en moyenne, 2,3 fruits, alors que les adolescents du groupe contrôle rapportent en avoir mangé 1,7. Cette différence est significative et, mine de rien, elle n'est pas négligeable. Avoir lu le message qui indique que la majorité des lycéens mangent suffisamment de fruits amène à une augmentation de 35% dans le groupe exposé à cette petite information sociale. 35%, c'est assez important. Et les chercheurs se sont demandé ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier
non pas l'effet de messages verbaux, mais l'effet d'indications laissées dans le contexte, d'objets qu'on laisse dans le contexte et qui viennent indiquer que mange la majorité des autres. Donc là, je vais vous présenter une deuxième étude. Dans cette deuxième étude, les participantes étaient des étudiantes. Alors, dans cet article, il y avait deux études. Des étudiantes qui vont être amenées à manger, à choisir, un snacking sain ou malsain. Donc, en gros, un snacking, une barre voilà, un truc comme ça, Mais ce qu'on appelle malsain, donc je ne vais pas donner de marque, mais avec beaucoup de sucre, de gras, etc. Ou un snacking beaucoup plus sain, avec des céréales, des fruits secs. Ce qui vient habiller l'étude, histoire que les participants ne sachent pas ce qu'on étudie, c'est que c'est une étude sur la perception du goût lorsque on boit une boisson qui a différentes températures. Donc ça, c'est l'habillage. Bonjour, on s'intéresse aujourd'hui à la façon dont vous percevez le goût en fonction de la température de la boisson à laquelle vous allez être exposé. Donc vous aurez à choisir un snacking, vous voyez, il y en a plusieurs sur la table, et vous le mangerez après avoir bu de l'eau qui est à différentes températures. Il y avait dans cette étude différents groupes, en fait. Des participantes étaient mises dans un groupe majorité snacking malsain. Comment ceci était créé? Des emballages vides étaient laissés dans la salle d'expérience. Donc une participante arrivait et elle voyait sur la table un emballage vide de snacking malsain. On lui demandait de « Ah mince, la participante précédente l'a oublié, vous pouvez le mettre à la poubelle, s'il vous plaît. » Et dans la poubelle, il y avait 2 autres emballages vides de snacking malsain. Et donc l'indication qu'on donne aux participantes, c'est celles qui ont participé précédemment à l'étude prennent plutôt du malsain. Il y avait un groupe contrôle où là, les participantes de ce groupe, elles arrivaient et il n'y avait pas d'emballage vide ni sur la table ni dans la poubelle. Et puis un troisième groupe où là, l'emballage vide sur la table et les 2 emballages vides dans la poubelle étaient des emballages de snacking sains. Ce qui intéresse les chercheurs dans la première étude, c'est combien d'étudiantes, lorsqu'elles doivent prendre un snacking pour faire le goût après avoir bu de l'eau à différentes températures, combien d'étudiantes vont se tourner vers du malsain ou du sain en fonction du groupe. Voilà les résultats. Dans le groupe majorité snacking malsain, 40% des étudiantes prennent un snacking sain. Dans le groupe contrôle, où on ne donne aucune information, 55% des étudiantes prennent un snacking sain. Et enfin, dans le groupe majorité snacking sain, donc les emballages indiquent que les précédentes ont choisi un snacking sain, 67,5% des étudiantes de ce troisième groupe se tournent vers un snacking sain. La différence de choix entre ces 2 groupes est significative. C'est-à-dire les informations dans le contexte sur qu'ont mangé les participantes précédentes influencent significativement le comportement de la participante actuelle. Dans leur deuxième étude, c'est à peu près le même principe, il y a toujours les emballages qui restent, mais là on leur dit il va falloir choisir 3 barres pour faire le test de goût. Et donc ce qui intéresse les chercheurs, c'est parmi les 3 barres, combien renvoie à du snacking sain et combien renvoie à du snacking malsain. On a ici les résultats. Dans le groupe majorité snacking malsain, en moyenne, sur les 3 barres, il y a 22% des barres, donc 1 sur 5, qui est malsaine. Dans le groupe contrôle, on est à 34% sain. Et dans le groupe majorité snacking sain, 57% des barres choisies sont du snacking sain. Là encore, la différence est significative.
les informations que je trouve dans le contexte, que j'identifie et qui me renseignent sur le comportement des autres, constituent un fort guide pour l'action. Si la majorité a mangé sainement, a choisi un snacking sain, cela me pousse à choisir davantage un snacking sain que si la majorité a choisi snacking malsain. Ces études, elles sont menées dans des environnements bien contrôlés. C'est-à-dire que là, notamment, ça a été mené ce qu'on appelle en laboratoire. Alors, ce n'est pas un laboratoire avec des murs blancs et on n'est pas en blouse, etc. Mais on fait venir les étudiants dans des pièces qui nous servent pour mener les expérimentations. On contrôle pas mal de choses. Et puis, on voit que dans cet environnement très contrôlé où on crée 3 groupes, on a des effets. Mais les chercheurs, après, se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas implémenter ça et le déployer à grande échelle? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des études dans des lieux de restauration collective? C'est ce qu'ont fait notamment différents auteurs ici. Et ces auteurs sont intervenus dans des lieux de restauration collective qui recevaient des employés. Plus particulièrement, leur étude a été conduite dans 3 cafétérias professionnelles. Et ce qui intéressait les chercheurs, c'était le contenu du plateau, notamment en termes de est-ce qu'il y a des légumes ou est-ce qu'il n'y a pas de légumes. Et donc, ils ont analysé tout au long de leur étude. Alors, analyser, ils ne sont pas allés l'analyser avec... Ils ont regardé qu'est-ce qu'il y avait dans le plateau des personnes lorsqu'elles passaient en caisse. En tout, elles ont analysé, les auteurs ont recueilli des informations sur 9445 plateaux, ce qui est quand même assez important. Concrètement, comment s'est déroulée leur étude? Il y a eu 2 semaines pendant lesquelles rien n'était modifié dans le contexte. Les chercheurs mesuraient quelle est la proportion de personnes qui prenaient des légumes et qui ne prenaient pas de légumes, sans qu'on intervienne. Puis ensuite, pendant 2 semaines, les chercheurs et chercheuses ont disposé dans les cafétérias des affiches. Alors bon, là j'ai juste mis le texte, les affiches sont assez jolies. C'est des affiches au format, dans mes souvenirs, A4, à l'entrée des lieux de restauration, et au format A5, au niveau de chaque endroit où on peut choisir son entrée, son plat, son dessert. Et sur ces affiches, il était marqué « La plupart des gens ici choisissent de manger des légumes à leur repas ». Et donc ces affiches ont été laissées pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, il était mesuré le pourcentage de personnes qui légumes, pas légumes. Et puis enfin, les affiches ont été retirées. Et les mesures ont continué à être faites pendant 2 semaines. Je vous propose ici les résultats issus de cette étude. Donc, les chercheurs mesurent combien de personnes avaient des légumes dans leur assiette, combien de personnes n'en avaient pas. On a ici, à chaque fois, la barre bleue, c'est combien de personnes ont pris des légumes, combien de personnes n'en avaient pas pris. Ce que les chercheurs appellent légumes, c'est tout ce qui est végétal, sauf pommes de terre, légumineuses et céréales. On voit qu'en semaine 1 et 2, 60% des employés qui fréquentent ces lieux de restauration, effectivement, consomment des légumes. Le message n'est donc pas un faux message. La plupart des gens ici consomment des légumes à leur repas. Et on a 40% des personnes qui ne consomment pas de légumes. En semaine 3 et 4, là où on a les affiches, la proportion de personnes qui consomment des légumes monte à 64%, et donc celles qui n'en ont pas descend à 36%. Et puis en semaine 5 et 6, 67% des employés qui fréquentent ces lieux
ont pris des légumes et 33% n'en ont pas pris. Ces différences, elles sont statistiquement significatives. C'est-à-dire qu'on peut penser que ça augmente faiblement, certes, mais ça augmente significativement. Ce que cette étude montre, c'est quand on renseigne par un message, dans le contexte, les individus, notamment la plupart des consommateurs, des gens ici prennent des légumes, on augmente de 11, pratiquement 12%, le nombre de personnes qui prennent des légumes. Entre 60% et 67%, on a augmenté de 12%. Et c'est peut-être peu, mais ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte des affiches. Cet effet, obtenu sur des employés, nous, à Poitiers, avec des collègues, on l'a répliqué dans une étude qui a été menée en partenariat avec le Crous de Poitiers. Donc, c'est une étude publiée en 2021, mais elle a été menée quelques années avant, peut-être 2018, je ne sais plus. Puis après, le temps d'écrire un article et qu'il soit accepté, ça explique un peu le délai. Dans cette étude, donc avec le Crous, notre population, c'était des étudiants et étudiantes qui fréquentaient 2 restaurants universitaires ici sur le campus de Poitiers. Et dans cette étude, on a analysé le contenu, en tout cas on a regardé le contenu de pratiquement 13 000 plateaux d'étudiants qui ont fréquenté ces 2 lieux. Alors pour information, c'est le restaurant universitaire Champlain, là, qui est ici, et le restaurant universitaire Rabelais, qui est plutôt à l'entrée du campus. Et donc ces 2 restaurants, ils avaient comme avantage de proposer exactement le même menu aux étudiants. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça nous a permis de pouvoir mener l'étude suivante. Pendant une première semaine, on a simplement regardé quelle quantité de légumes les étudiants avaient dans leur assiette. Est-ce qu'ils avaient 0%, un quart, en gros, 25%, la moitié, 50%, 75%, ou que des légumes, 100%. L'assiette est composée 100% de légumes. Donc pendant la première semaine, on prend des mesures sans qu'on ne soit encore intervenu. Puis ensuite, pendant la semaine 2, on intervient. Dans un restaurant, on a mis une affiche, un message, la majorité fait, mais qui n'a rien à voir avec la consommation. Ça a à voir avec le rangement du plateau en fin de repas. Et donc, la plupart des étudiants ici rangent leur plateau. Rangent leur plateau, c'est qu'ils mettent l'assiette, les couverts à côté, et puis les déchets, ils les mettent eux-mêmes directement à la poubelle et dans la bonne poubelle. Mais dans l'autre restaurant, on avait un message, la majorité fait, mais en lien avec l'alimentation. La plupart des étudiants ici prennent des légumes dans leur assiette. Et pendant cette deuxième semaine, on a continué à mesurer quelle est la quantité de légumes dans l'assiette. Et puis en troisième semaine, on enlève les messages, puis on voit ce qui se passe. Je vous propose ici les résultats. Alors, je vais commencer par ce qui se passe lorsque le message, la majorité fait, est relié à ranger plateau. Ce qu'on voit, c'est qu'en semaine 1, il y a une quantité de légumes. En moyenne, les étudiants ont 25% de légumes dans leur assiette. Entre la semaine 1 et la semaine 2, on voit que la part de légumes diminue. C'est une indication. Je vous rappelle, les menus sont les mêmes dans les 2 restaurants universitaires. On peut se dire, quand on n'intervient pas, il y a peut-être eu ici des légumes qui ne devaient pas tenter les étudiants. En semaine 2, quand on raconte des histoires sur ranger le plateau, ici, on a une diminution de la part de légumes dans l'assiette. Par contre, qu'est-ce qu'on a dans l'autre condition ?
là où on renseigne les étudiants, disons la plupart des étudiants ici, prennent des légumes dans leur assiette. Ben, on n'a pas une diminution, on a une augmentation. Le menu est le même. Alors que la consommation devrait baisser si notre message ne marchait pas, ici elle augmente significativement. C'est beau, mais bon, on a eu un petit souci quand même, c'est quand on a enlevé le message, l'effet a disparu. Bon, je reviendrai plus tard sur cette disparition et comment essayer de l'expliquer. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est que la quantité de légumes, elle baisse de 6% en conditions contrôle. En moyenne, les étudiants prennent 6% de légumes en moins dans leur assiette en semaine 2, ici, par rapport à la semaine 1. Alors qu'en conditions expérimentales, ou en conditions, en tout cas, test, on a une augmentation de la part de légumes de 10% dans l'assiette. D'un côté, ça baisse de 6%, de l'autre côté, on arrive à faire augmenter de 10%, alors même que peut-être que les légumes étaient moins appétissants, en fait. Ces études, elles illustrent donc que les normes, ce que l'on sait des comportements des autres, donc les normes, sont des leviers puissants pour modifier le comportement des individus. Et donc les normes sociales, en tant que guide pour l'action, sont un levier d'influence. En effet, indiquer que la majorité des adolescents mangent des fruits, des étudiantes ont choisi un snacking sain, donc là on ne l'indique pas verbalement, mais on l'indique par des éléments du contexte. Indiquer que la majorité des employés choisissent des légumes, indiquer que la majorité des étudiants et étudiantes et des employés ES prennent des légumes, ça conduit les gens, donc les ados, les participantes étudiantes, les employés et les étudiants et étudiantes, ça conduit ces gens-là à modifier leur comportement dans le sens de l'information relative à la norme. Mais le problème, c'est que les comportements qu'on souhaite modifier, ils peuvent être minoritaires. C'est-à-dire qu'ils sont émis par peu de gens. Et pourtant, on voudrait qu'ils soient davantage émis. Je prends par exemple, je vais prendre un exemple dans un autre domaine, dans le domaine des comportements pro-environnementaux. Maintenant, le tri s'est imposé, certes. Mais quand il a fallu commencer à trier, à séparer plastique, carton, métal, des déchets organiques, là, c'était minoritaire. Et donc, comment on peut faire pour amener un comportement minoritaire à augmenter grâce à ce qu'on sait des normes sociales? Pourquoi les comportements minoritaires ils sont un peu problématiques? Repensons à nos deux motivations. Motivation à être correcte, efficace, et motivation à être approuvé. Si on observe qu'un comportement est minoritaire, qu'il est émis par peu de gens, comment l'individu va interpréter ça? S'il y a peu de gens qui émettent ce comportement, qui font ceci ou qui mangent cela, c'est que ça ne doit pas être adapté, ou c'est que ça ne doit pas être efficace. Et donc, émettre le comportement minoritaire ne satisfait pas la motivation à être correcte. S'il y a peu de gens qui font ça, je ne vais pas faire comme eux. Ça ne doit pas être adapté, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, si un comportement est émis par une minorité de personnes, ça peut renseigner l'individu sur le fait que s'il y a peu de gens qui le font, c'est que ça ne doit pas être approuvé. Ça ne doit pas être un comportement qui est attendu. Et donc, l'émettre ne satisfait pas la motivation à être accepté socialement.
si j'aimais ce comportement que pourtant peu de gens font, on risque de me regarder de façon bizarre quand même. Et j'aime pas qu'on me regarde de façon bizarre. Ça, ce sont ce qu'on appelle des freins. Des freins à l'émission du comportement. Comment lever ces freins? Comment lever ces barrières psychologiques à l'émission des comportements minoritaires? Les chercheurs ont réfléchi, c'est un peu leur travail, ils sont payés pour ça, et puis ils ont trouvé des solutions. Alors je ne vais pas refaire l'historique, je vais vous montrer un peu quelles solutions ils ont trouvées, et puis est-ce que c'est efficace ou pas. De façon à obtenir d'individus qu'ils émettent un comportement minoritaire, des chercheurs ont proposé de construire des messages qu'on va diffuser dans le contexte. Mais ces messages, ils doivent souligner certains éléments pour être efficaces. Notamment, il faut souligner que le comportement minoritaire, son émission, est en train d'augmenter. Certes, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais il y en a de plus en plus. Pourquoi faire ça? Parce que dans la tête des individus, ça va être interprété comme le fait que ça compte de plus en plus aux yeux des gens. C'est de plus en plus important de le faire. La preuve, c'est que c'est en train d'augmenter. Autre élément qu'il faudrait mettre dans ces messages, c'est que ça augmente chez des gens qui ressemblent à la cible du message. Pourquoi? Parce que si certains ou certaines qui me ressemblent le font, ce ne serait pas choquant que je le fasse aussi. Donc s'il y a de plus en plus de gens qui font ça et que ces gens me ressemblent, c'est de plus en plus important dans mon groupe. Mais en plus, c'est des gens qui me ressemblent, qui font partie de mon groupe. Ah, moi aussi, je peux le faire. Et enfin, il faudrait souligner aussi que les gens parviennent à changer. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est capable de changer. Donc si les autres y arrivent, s'ils arrivent à changer, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Donc on joue sur l'importance perçue, on joue sur le fait que c'est compatible avec qui je suis finalement de le faire, puisque des gens qui me ressemblent le font. Et en plus, pourquoi j'en serais pas capable, puisque d'autres qui me ressemblent en sont capables. Donc avec ces messages, les auteurs font l'hypothèse qu'on va lever les barrières psychologiques qui empêcheraient l'émission du comportement. Et donc, je vais illustrer ça rapidement par une étude. C'est un champ de recherche qui est assez récent, donc il n'y a pas trop encore de recul dessus. Je vais vous présenter une étude qui a été menée dans un lieu de restauration collective. Alors, on n'a pas énormément de participants dans cette étude, mais bon, elle a le mérite d'exister. Et on peut relativement lui faire confiance par rapport au nombre de participants et puis à la façon dont ça a été conduit d'un point de vue méthodologique. Dans cette étude, les participants étaient 328 clients, qui ne savent pas, qui participent à une étude, 328 clients qui attendent d'entrer dans un restaurant du campus de Stanford. Ces 328 clients, ils vont être répartis dans 3 groupes. Tout simplement parce qu'on va leur donner un flyer à lire. Mais pour certains, dans le flyer, dans le petit prospectus qu'ils vont lire, ils vont voir cette information-là. 30% des États-Uniens ou des Américains font des efforts pour limiter leur consommation de viande, ce qui signifie que 3 personnes sur 10 mangent moins de viande. Donc là, on dit, il y a une minorité, et c'est stable, qui mange moins de viande.
Donc on est sur ce qu'on appelle un message minoritaire statique. Il y a peu de gens qui le font et ça ne bouge pas. Les chercheurs ont construit un deuxième flyer qui a été donné à d'autres consommateurs et où là, on est sur quelque chose qu'on appelle de dynamique. Durant les 5 dernières années, 30% des Américains ont commencé à faire des efforts pour limiter leur consommation de viande. Ces dernières années, 3 personnes sur 10 ont changé leur comportement et ont commencé à manger moins de viande. Donc là, on ne dit pas que c'est statique. On dit qu'en fait, il y a une tendance à cette augmentation. Là, on en est à 30%, mais ça a commencé il y a quelques années, ça a monté. On souligne le fait que les gens changent, on souligne le fait que ce sont des Américains, comme les participants, comme les clients qui fréquentent le restaurant, et on souligne que les gens, en faisant des efforts, ils y arrivent. Donc on est capable de changer. Et enfin, il y a un troisième groupe, ce qu'on appelle le groupe contrôle. C'est aussi un message dynamique, mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Ça a à voir avec Facebook. Durant les 5 dernières années, 30% des Américains ont commencé à faire des efforts pour limiter le temps sur Facebook. Ces dernières années, 3 personnes sur 10 ont changé leur comportement et ont commencé à moins regarder Facebook. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose en termes d'informations sur la tendance, une tendance émergente, mais Facebook et non pas alimentation. Quelle était la mesure des chercheurs ? Comme ces clients attendaient pour rentrer dans un restaurant, ils sont allés voir est-ce qu'on influence ce qu'ils commandent ensuite pour leur repas. Et notamment, est-ce qu'on va influencer le fait qu'ils prennent un plat carné ou non carné. Vous avez ici les résultats observés dans cette étude. Les personnes qui ont eu le flyer contrôle, il y a de plus en plus de gens qui limitent leur temps sur Facebook, ils sont 17% à commander un plat non carné. C'est-à-dire que c'est une minorité qui ne mange pas de viande. Les gens qui ont eu le message 30% des Américains, blablabla, message statique, 21% prennent un plat non carné. Par contre, dans la condition flyer, message minoritaire dynamique, quand on indique qu'il y a une tendance à l'augmentation, on monte à 34% des individus qui prennent un plat non carné. Les différences entre les conditions contrôle et message statique et la condition message dynamique, ces différences-là sont significatives. En fait, ici, le pourcentage de personnes qui commandent un plat végétarien est multiplié par 2. On passe de 17% qui prennent un plat non carné en contrôle, quand on n'intervient pas sur alimentation, à 34%. Cet effet, il a également été observé sur un autre comportement lié à l'alimentation, mais je vais passer cette étude et je vais aller directement à ma conclusion, sinon on aura peu de temps après. Il a été observé sur les contenants utilisés pour manger. Donc là, on est sur un comportement lié à l'alimentation, mais aussi lié à l'environnement. Et c'était sur l'utilisation de contenants réutilisables dans les cafétérias. Quand on prend un café, on peut utiliser un gobelet en plastique qui est jetable, ou alors on peut utiliser des contenants réutilisables. Ça peut être un mug qu'on amène soi-même, ça peut être une tasse, notamment dans cette étude, avec une caution, une tasse en faïence avec une caution de 1 € qu'on peut récupérer après. Et donc les chercheurs ont tout simplement montré qu'il est possible d'amener les étudiants à abandonner le gobelet plastique jetable, qui est utilisé majoritairement. Il est possible donc de les amener à abandonner ce contenant problématique environnementalement pour des contenants plus durables. Je passe. Pour synthétiser,
Notre comportement alimentaire est sous l'influence de celui des autres. Pour arriver à cette conclusion, je vous ai présenté ce qu'était la psychosociale, la psychologie sociale, une discipline, une branche de la psychologie qui a deux objectifs. Premièrement, pour un comportement d'intérêt, allons identifier les facteurs qui l'influencent, les facteurs qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être matériels et sociaux. Une fois qu'on a identifié ces facteurs, servons-nous-en, oui, je pense que je l'ai bien dit, servons-nous-en pour intervenir. Jouons sur ces facteurs pour ramener à une modification du comportement. Et donc, appliqué aux normes sociales, aux déterminants normes sociales, on a vu que les normes sociales, ce sont des règles de comportement qui sont adoptés ou approuvés par la majorité. On suit le comportement de la majorité, car nous sommes motivés à nous comporter de façon efficace et nous sommes motivés à être acceptés par les autres. C'est ça qui nous amènerait à faire comme les autres. Et donc, pour intervenir, la solution qui a été trouvée, c'est de signaler dans le contexte le comportement majoritaire. On peut le signaler verbalement, je vous ai présenté les études, la majorité des étudiants ici, blablabla. On peut le signaler par l'état du contexte, qui nous renseigne sur que font les autres. Et puis, lorsque le comportement est minoritaire, on va signaler dans le contexte son augmentation. Il y a peu de gens qui le font, mais depuis quelque temps, ça augmente, en gros. Et ça amène les individus, qui sont la cible de ces messages, ça les amène à aligner leur comportement avec celui signalé. Alors, il y a quand même des limites, évidemment. Premièrement, vous l'avez vu, les modifications qu'on arrive à obtenir, elles sont de taille modeste à modérée. Elles sont significatives. On n'amène pas 100% des gens à changer. Là, vaut mieux, parce que si on savait amener 100% des gens à changer, on pourrait l'utiliser de façon un peu problématique. Mais après, on peut essayer d'augmenter l'effet des messages. On peut, par exemple, les cibler, c'est-à-dire mentionner une population très spécifique qui correspond à la cible du message. La plupart des étudiants de l'université de Poitiers qui fréquentent le restaurant Champlain prennent des légumes dans leur assiette. On pourrait faire ça. Plus il va y avoir de correspondance entre la cible du message et le groupe cité dans le message, plus l'effet est efficace. Ça a été montré dans différentes études, pas en lien avec l'alimentation, ça a été montré avec des comportements de dons à des associations caritatives, notamment. Un autre moyen aussi d'augmenter les effets observés, ce serait de combiner, utiliser plusieurs leviers. La plupart des étudiants prennent des légumes ici, puis quand on arrive aux banques où on va se servir, on va mettre les légumes devant et puis les non-légumes derrière. On sait que ça marche. Et donc en combinant ces deux leviers, le levier norme sociale et le levier accessibilité dans le contexte, on pourrait avoir des effets plus forts. Une deuxième limite, c'est que les effets peuvent ne pas être durables. On l'a vu dans l'étude qu'on a menée au Crous. Quand il y avait le message, on augmente la quantité de légumes dans l'assiette, on enlève le message, on redescend au niveau de départ. Pourquoi ? Sûrement parce qu'il faut un certain temps pour adopter de nouvelles habitudes.
Un étudiant va au restaurant universitaire, il voit cette affiche, il modifie son comportement dans le sens de l'affiche, mais s'il vient qu'une fois dans la semaine, c'est sûr que la semaine d'après, il ne s'en rappellera peut-être plus de cette affiche. Donc il faut déjà du temps pour que les habitudes se créent, il faut être exposé plusieurs fois au message et avoir émis le comportement attendu. Et puis, un petit souci dans le guillemet, il faut aussi un délai pour une contamination du comportement. Je viens au restaurant universitaire, je vois le message, je prends des légumes, mais je vois que la personne qui est passée devant moi, elle en a pris pas mal. Elle s'est laissée influencer. Puis je vois que la personne qui passe derrière moi, elle en a pris aussi pas mal. Il va y avoir une influence réciproque des gens dans le contexte. Mais ça, il faut du temps pour que ça se mette en place. Et enfin, l'objectif de ma discipline, c'est le changement du comportement dans la population. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel individu avec des intolérances alimentaires, ou je ne m'intéresse pas à tel individu qui a eu une expérience très négative avec des épinards, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au cas individuel, on va mettre en place des interventions qui visent des populations globales. Et donc les effets sont non uniformes. Il y en a certains qui sont plus sensibles que d'autres. Mais quand on arrive à faire bouger 10% de la population, ou 15%, ou si on arrive à augmenter 35% la quantité de fruits mangés, on se dit, bon, c'est déjà ça. Chez certains, ça va peut-être augmenter de 50%, et chez d'autres, de 5%, mais c'est déjà ça. Et puis évidemment, puisque c'est des interventions qui sont implémentées sur des populations et qu'on ne s'intéresse pas à chacun des individus, ça ne marchera pas automatiquement, par exemple sur des conjoints, des conjointes, des amis, des nièces, des neveux, des enfants ou des petits-enfants. Enfin, si, ça pourrait marcher. Si on avait 500 petits-enfants, on peut se dire, oui, sur les 500, je vais augmenter la quantité de légumes, mais quand on a 1 ou 2 petits-enfants, ça ne marchera peut-être pas parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on voit l'effet. J'en ai terminé de ma présentation. Je voulais simplement dire, en fait, j'ai un cours à 4h15 dans l'amphi, dans le bâtiment A4, donc je peux éventuellement répondre à 1 ou 2 questions. Merci. Je voudrais juste savoir si il marche. Si les chercheurs se sont aussi intéressés à comprendre les personnes qui ne répondaient pas à cette contamination. Par exemple, les personnes qui étaient dans la salle d'attente, je me lève, est-ce qu'il y en a dans l'étude qui ne se sont pas du tout reconnus ou levés, on dirait? Ok. Donc la question c'est, alors notamment dans la petite vidéo que je vous ai montrée, est-ce qu'il y a des personnes qui ne suivent pas le comportement? Je vous dirais oui. Évidemment, on n'est pas tous impactés de la même façon. Donc il y en a certains qui ont peut-être un peu plus de résistance à cette influence de la majorité. Après, dans des petites salles comme ça, où on est sous le regard des autres, et il n'y en a pas beaucoup, on a plus de chances d'émettre ce comportement, parce que ça peut être dangereux, entre guillemets, socialement, qu'on soit 11, qu'il y en ait 10 qui se lèvent et que moi je reste assis. C'est plus dur de résister à cette influence. Mais il y a toujours des individus, effectivement, qui résistent. Et c'est tout à fait ce point-là. Ce point-là, c'est que nos effets, ils ne sont pas uniformes. Dans des populations, on observe effectivement que ça fait bouger les gens. Statistiquement, il y en a plus qui émettent le comportement. Ça ne veut pas dire que tous
vont les mettre. Donc quand on augmente la quantité de légumes dans l'assiette, on augmente la quantité peut-être sur 2 personnes sur 3, et puis il y a peut-être un tiers des personnes qui ne seront pas sensibles à cette intervention. Après, qu'est-ce qui amène les gens à ne pas se conformer, donc à résister à l'influence majoritaire? Il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas les détailler ici, mais on a des éléments qui tiennent à certains individus, et puis on a des éléments culturels. Il y a des cultures où on a été socialisé pour suivre plus facilement la majorité. C'est-à-dire que l'appartenance au groupe est très importante dans certaines cultures, et donc déroger au comportement du groupe est très menaçant. Alors que dans d'autres cultures, on sait qu'on appartient à des groupes. Bah, je suis supporter du PSG ou de l'OM, par exemple, peu importe. Mais ce n'est pas une appartenance ou ce n'est pas un groupe auquel je m'identifie fortement. Et donc, on est amené à moins se définir par rapport à nos appartenances groupales. Et dans ce cas-là, le comportement de la majorité sera moins influent. Donc, effectivement, il y en a qui se conforment moins que d'autres. Ça tient à plusieurs facteurs, bien sûr. On parle de 30% de la population, et dans le même article, si je veux dire, juste 3 sur 10. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on change? Parce que la perception est différente. Alors, moi, je sais pas, 30%. Ouais. En fait, dans la dernière étude que j'ai présentée sur les messages de tendance, où on dit qu'il y a une augmentation, à un moment, on dit 30% dans une phrase, et dans la phrase suivante, on dit 3 sur 10 dans le message dynamique. Et puis, pareil, dans le message statique, on dit 30% et 3 sur 10. C'est qu'en fait, des études montrent qu'on n'a pas la même... Enfin, 30%, ça ne va pas être forcément compris très bien par certaines personnes. 30%, c'est quoi 30%? Alors que si on dit 3 sur 10, on sait que ça, c'est relativement compréhensible. 3 personnes sur 10 ont changé. Et donc, c'est un moyen de pouvoir être compris par une majorité des personnes. Tout le monde ne comprendra pas forcément ce que représente un pourcentage. Par contre, beaucoup de gens comprendront ce que signifie 3 personnes sur 10. En fait, ça s'appelle la littératie. On n'a pas tous la même littératie, la même capacité à comprendre des informations statistiques. Et donc, en utilisant différentes informations, on capitalise. Je donne la même information sous différentes formes, et donc plus de gens vont comprendre.